Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Qu'est-ce que vous savez du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être à Jeanne d'Arc, aux cathédrales et aux chevaliers, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, c'est-à-dire de l'année 500 à l'année 1500 en gros. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse pour que ils et elles vous racontent leurs recherches passionnantes et que ils et elles vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 109, Éléonore et les rouleaux mortuaires, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, mais qui m'intéresse, vous imaginez pas à quel point, et je suis tellement contente, je vais même devoir un petit peu me retenir, parce que je sais que sinon je pourrais questionner mon invitée pendant des heures. Malheureusement, on peut pas parler des heures parce qu'elle doit aller aux archives après l'enregistrement, mais on vous inquiétez pas, on va quand même parler de plein de sujets. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Éléonore Venturelli. Bonjour Éléonore. Bonjour Fanny. Alors Éléonore, si je peux dire, je t'ai un petit peu, j'allais dire te chasser, ce serait hyper bizarre de dire comme ça, mais en fait, j'ai vu une présentation de ton sujet en 2023 au Festival des Rendez-vous de l'Histoire, et on enregistre là au début 2025, et je peux dire, ça faisait 1 an et demi que j'avais ton sujet dans ma tête, et je me dis, non mais, faudrait qu'on fasse un épisode sur le sujet, il faudrait. Et donc à un moment, je me suis dit, bon allez, je vais la chercher parce que j'ai pas ton contact ni rien. Donc je suis allée vraiment te chercher et j'ai trouvé ton contact et tu as accepté de faire cet épisode aujourd'hui. Donc merci énormément parce que donc ton sujet de thèse, c'est la pratique des rouleaux mortuaires, 8e, première moitié du XIIIe siècle. Tu es en thèse depuis donc 2021 sous la direction de Cécile Tréfort et Paul Bertrand. Tu es à la fois donc à l'Université de Poitiers et de Louvain-la-Neuve. Et je fais juste aussi une toute petite pause pour dire que Paul Bertrand, je l'adore. Parce que c'est quelqu'un qui travaille sur un sujet. Si vous écoutez Passion médiéviste depuis un moment, vous commencez à le savoir que tout ce qui est pratique de l'écrit, j'adore. C'est un de mes sujets fétiches. Et j'en profite, voilà, c'est très très rare que je le fasse, mais pour faire un petit peu la pub, et je suis pas payée ni rien, c'est vraiment par plaisir. Paul Bertrand a sorti un livre il y a quelques temps qui s'appelle Forger le faux, les usages de l'écrit au Moyen-Âge. C'est aux éditions du Seuil. Donc si jamais vous aimez l'épisode dont on va parler aujourd'hui, vous aimerez ce livre aussi, je pense. Donc Éléonore, avec toi, on va aussi parler d'un sujet dont on ne parle pas assez pour le coup d'un Passion médiéviste, donc je suis très contente. On va parler de haut Moyen-Âge, donc de début du Moyen-Âge, et ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Donc vraiment, je crois qu'on l'a compris, je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Alors déjà, première question, Éléonore, parce que là pour l'instant, on a juste dit les rouleaux mortuaires, mais c'est un sujet qui comme ça peut faire un peu peur, être un peu mystérieux. Donc déjà, explique-nous pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ? Alors, j'en avais entendu parler dès les bancs de licence parce que mon professeur à l'époque était spécialiste également des pratiques de l'écrit, et l'est toujours par ailleurs. Et en fait, je suis une grande lectrice et j'ai un intérêt pour le livre et pour l'écrit de façon générale. Et quand j'ai entendu parler des rouleaux mortuaires, moi non plus, je savais pas très bien ce que c'était. Et on avait parlé d'une pratique de l'écrit originale qui se déplace, qui est itinérante, et ça avait tout de suite attiré mon attention. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement l'écrit dans toute sa matérialité et dans ce qu'il dit des hommes et des femmes. Et est-ce que ce sujet avait déjà été étudié avant toi ? Alors, il a été édité, donc on a des recueils des rouleaux des morts qui sont parus dès le 19e siècle. Donc ça veut dire qu'ils ont été retranscrits bien, et voilà, on sait ce qu'il y a dedans, on sait les lire. Exact. Donc dès le 19e, on a une édition qui paraît et qui donne une bonne idée de certains rouleaux, partiellement. Ensuite, on a eu un grand chercheur, Jean Dufour, qui les a réédités récemment. Je dis récemment. Il y avait des erreurs ou ça allait pas ? Disons qu'il fallait compléter la première édition, qui forcément, avec les moyens du 19e siècle, était incomplète. Entre-temps, on a retrouvé de nouveaux fragments, de nouveaux documents qu'on a ajoutés dans cette édition. Et il fallait, préciser un petit peu les noms de personnages, donner un peu plus de contexte autour de ces documents. Voilà, donc c'est une édition qui est parue entre 2005 et 2013, donc qui permet, donc maintenant une bonne dizaine d'années, qui permet aux chercheurs de se réapproprier ces documents.
Et toi, qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse ? C'est un peu pour nous teaser tout le reste de l'épisode. Alors d'abord, ce que je veux faire, c'est l'histoire de cette pratique des origines donc au milieu du XIIIe siècle. L'idée, c'est vraiment de comprendre la documentation et grâce à cette documentation, les hommes et les femmes qui sont derrière. Parce que quand on fait des pratiques de l'écrit, on n'est pas seulement centré sur le codex, sur le livre ou sur le rouleau dans mon cas, mais bien sur les hommes et les femmes qui les construisent, les produisent. Donc moi, ce que je veux montrer particulièrement, c'est le processus de formation matérielle, intellectuelle également des rouleaux mortuaires, mais aussi les stratégies graphiques qui sont à l'œuvre pour mettre en valeur son propre établissement religieux, donc sa propre communauté religieuse, et aussi mettre en lumière cette dynamique d'émulation dans les titres des rouleaux. Auditeurs, auditrices, vous comprenez pourquoi ce sujet m'intéresse autant ? Avec juste ce que tu viens de dire, Éléonore, je pense que déjà on est accroché, on a envie d'en savoir plus. Mais alors, avant même encore qu'on parle des rouleaux, encore une autre petite question rituelle d'un patient médiéviste, mais on va poser un peu le cadre historique, parce qu'on a dit tu travailles sur le Haut Moyen-Âge, mais pas que, aussi sur le milieu du Moyen-Âge. Alors raconte-nous, sur quelle période historique est-ce que tu travailles, sur quel espace, parce que d'où proviennent les rouleaux que tu étudies ? Alors, j'ai fait le choix d'une chronologie assez large, mais aussi d'un espace géographique assez large, c'est-à-dire que je commence au 8e siècle, lorsque les réseaux de prière s'organisent. Ces réseaux de prière, déjà à l'époque, sont très larges. Ils relient le continent à l'Angleterre, jusqu'à Mayence, par exemple. Donc, ce sont des réseaux qui sont assez distants et qui permettent justement aux vivants de s'organiser autour de la commémoration des défunts. Donc, c'est vraiment une union des vivants autour de cette prière pour les défunts. Donc, je commence au 8e siècle. Ensuite, je m'intéresse au développement, à l'essor de cette pratique dès l'époque carolingienne. Donc, on est au 9e, 10e siècle. Donc, c'est une période où les rouleaux se développent. C'est seulement au 10e siècle qu'on a vraiment les premières pièces qui sont conservées. Et ensuite, on a ce moment de l'essor de la pratique 11e, 12e siècle, avec ces grands rouleaux très longs, un peu plus connus, dont on reparlera peut-être. Et c'est une période aussi, donc, au XIe siècle et dans la première moitié du XIIe siècle, qui est caractérisée par une émulation poétique. C'est-à-dire vraiment des poèmes qui vont être apposés sur les rouleaux. Et ça va être ces grands rouleaux de Guiffrey, de Bruno, de Mathilde, de Vital, dont on reparlera peut-être un petit peu ensuite. Ensuite, au cours de la deuxième moitié du XIIe siècle, on a une disparition progressive de ces poèmes, simplement parce que les usages changent. Ce n'est plus au goût du jour vraiment d'avoir ces poèmes sur les rouleaux. Et j'inclus aussi la première moitié du XIIIe siècle. Pourquoi ? Pour comprendre ces mutations de la société, des hommes et des femmes qui travaillent, qui produisent ce rouleau, qui participent, qui collaborent à leur élaboration. Et donc je m'arrête finalement en 1250. Chronologie large, espace également. Pourquoi ? Simplement parce que je voulais comprendre cette pratique dans sa diversité. C'est-à-dire que je m'intéresse à tous les rouleaux produits et ayant circulé avant 1250. Concrètement, donc, j'ai des rouleaux en Angleterre, en France, beaucoup en France, un petit peu dans la Belgique actuelle, en Catalogne au XIe siècle, très peu en Italie. Mais je suis simplement la documentation, donc je n'ai pas de limite vraiment géographique stricte. On va te retrouver à travailler sur la Pologne et tout ça, peut-être un jour, ça va, ça peut t'amener loin. Alors pour continuer, on va définir un petit peu tout ça, parce que jusqu'à présent on n'a pas des rouleaux mortuaires, mais qu'est-ce qu'un rouleau mortuaire ? Alors moi j'ai l'habitude de définir les rouleaux mortuaires comme des monuments commémoratifs itinérants. Qu'est-ce que j'entends par là ? Waouh, c'est beaucoup déjà. Ouais, c'est beaucoup. L'idée du monument commémoratif, c'est à la fois de faire se souvenir et d'appeler à la prière. Donc c'est ce double aspect. Ce sont ces rouleaux, ils activent la mémoire et ils sollicitent, ils demandent des prières pour les défunts. Pourquoi est-ce qu'on demande des prières pour les défunts au Moyen-Âge ? C'est vraiment cette idée de venir en aide à l'âme des défunts. Il y a une idée qui est très importante au Moyen-Âge, qui en fait a cours depuis l'Antiquité tardive, c'est cette idée d'union des vivants en un seul corps, mais aussi des morts. C'est vraiment cette idée où les vivants et les morts sont liés, ils font partie d'un même corps. Et alors donc, dans le christianisme naissant, on va dire que ce corps est dirigé, sa tête en est le Christ, en réalité. Donc c'est vraiment ces vivants et ces morts qui sont rassemblés ensemble dans un corps dont le Christ est la tête.
C'est ce qu'on appelle en termes théologiques la communion des saints. Waouh, ok. Voilà. Mais ça veut simplement dire ça, c'est un même corps, une même église. Et donc cette solidarité va se développer, donc déjà à l'Antiquité tardive, déjà sous Augustin par exemple, au 4e, 5e siècle. Je m'écarte un petit peu, donc ce sont des monuments commémoratifs itinérants, ça veut dire que ils activent la mémoire et ils sollicitent des prières, mais ils se déplacent. Ça, c'est fou. Ça, on va en parler parce que je trouve que c'est un aspect hyper intéressant, surtout quand on dit « Oh, le Moyen-Âge, personne ne bougeait ». Mais déjà, on voit que les rouleaux peuvent bouger. Tout à fait. Et les hommes qui les portent avec. Oui, ils bougent pas tout seuls, oui. Oui, tout à fait. Je me demandais aussi, est-ce qu'on a un lien avec les rouleaux des morts d'Égypte ancienne? Parce que on a un peu parfois quand on dit rouleau mort, en fait, on pense à ça, ces grands rouleaux d'Égypte ancienne sur des papyrus qui commémoraient aussi d'une certaine façon les morts. Oui, la différence vraiment, c'est que à l'Égypte antique, la forme du livre, c'est le rouleau, le volumen, qui se déroule horizontalement. Donc, c'est la forme du livre à l'Égypte antique. Alors, la grande différence, c'est que les rouleaux, ces livres des morts égyptiens, sont placés à proximité du corps. C'est vraiment une idée de protection des défunts dans l'au-delà. Alors, ce n'est pas vraiment mon sujet, mais je peux dire qu'il n'y a pas vraiment de lien, de connaissance. Donc, en effet, la forme a changé. Au Moyen-Âge, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir les rouleaux qui sont les volumens antiques, qui se déroulent donc dans le sens horizontal, qui vont se transformer en rotuli, rotulus, et le rotulus, en fait, il va se dérouler dans le sens vertical. Oh. C'est l'image des bardes qu'on a, voilà, qui déroulent le rouleau, tout à fait. Ou de Jafar dans Aladdin aussi, peut-être que vous avez cette idée de Jafar qui déroule un énorme rouleau, bref, voilà. Oui, tout à fait. Donc en fait, on a un changement du sens, en fait. Et vraiment. pourquoi Pourquoi? C'est une transformation qui a lieu, qui a cours à la fin de l'Antiquité, au début du Moyen-Âge, pour différentes raisons. Mais il faut savoir aussi que le rouleau au Moyen-Âge, c'est un format de l'écrit qui persiste bien plus qu'on ne le pensait auparavant. Parce que maintenant, quand on parle d'un livre au Moyen-Âge, on a déjà cette idée du codex. En fait, le codex, c'est le manuscrit, le livre, tel qu'on se l'imagine aujourd'hui, tel qu'on va le trouver dans les bibliothèques et dans les librairies. Et c'est cette idée du livre qui se développe au Moyen-Âge. L'avantage du codex par rapport au rouleau, c'est simplement qu'on peut à la fois le maintenir ouvert et prendre des notes. Parce qu'un rouleau, on est obligé d'utiliser ses deux mains pour le tenir en place. Donc il y a vraiment, c'est un bouleversement important des pratiques de lecture et de rédaction. Oui, et on va voir effectivement que ça change aussi des choses sur comment on l'écrit. Et ces rouleaux que tu as étudiés, ils font quelle longueur en général? Est-ce que c'est un énorme rouleau qui fait des dizaines de mètres ou pas tant que ça? On sait qu'à l'époque médiévale, ces rouleaux mortuaires étaient très longs. Par exemple, tout à l'heure, je vais aux archives voir le rouleau de Vital. Il fait actuellement 9,66 m, en sachant qu'il manque un morceau, il manque un feuillet. Donc on peut imaginer en effet des rouleaux de 10 mètres écrits recto verso. Recto verso, mais waouh. Ça représente pour le rouleau de Vital plus de 200 établissements religieux, monastiques et canoniaux qui ont répondu à la prière pour Vital. C'est colossal. Mais donc ouais, ça suppose, on va en parler aussi peut-être, mais ça suppose, j'imagine, énormément de choses sur comment on les utilise, parce que, et puis là, il faut trouver si on doit le dérouler entièrement, il faut trouver une table de 9 mètres. C'est beaucoup. C'est assez fastidieux. Alors donc, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais on va revenir un petit peu là-dessus. À partir de quand est-ce qu'on trouve des rouleaux mortuaires? Alors tu as dit qu'il y avait des fragments, donc peut-être que ça existait déjà avant, mais là on n'a que des fragments. Mais à quel moment, oui c'est sûr, on a des vrais rouleaux au Moyen-Âge? Alors, sans me mouiller de trop, c'est sûr au Xe siècle. On a des attestations dès le IXe siècle qui prouvent, qui montrent qu'il existe des porteurs de rouleaux, en latin. Donc forcément, s'ils portent des rouleaux, c'est que les rouleaux existaient. On a des traces, des fragments originaux. On en possède dès le Xe siècle. Et la question, en fait, qu'on se pose depuis tout à l'heure et que tu as commencé à y répondre, mais pourquoi sont-ils créés et à quoi servent ces rouleaux? Et même, est-ce qu'ils répondent à un besoin particulier? Leur premier objectif, c'est vraiment de demander des prières, de solliciter des prières pour les défunts. Cependant, cet objectif-là ne suffit pas pour comprendre l'ampleur que prend cette pratique au XIe et au XIIe siècle. Je dirais que on a d'autres motivations, c'est-à-dire que les établissements religieux se servent de ces rouleaux mortuaires pour faire leur propre publicité.
La publicité par les rouleaux mortuaires, oui, je m'y attendais pas à celle-là. Oui, il faut imaginer que donc c'est un rouleau qui traverse des centaines d'établissements religieux. C'est une occasion de diffusion, je pense, sans égale pour l'époque médiévale, parce que sa propre création, le nom de son établissement, va réellement circuler sur de longues distances. On en reparlera plus tard. C'est une façon de se montrer, de montrer sa propre valeur littéraire et donc spirituelle. Donc on peut avoir aussi des enjeux de concurrence, d'émulation par rapport justement au poème. Ça peut aussi servir de porteur de nouvelles ou de revendications. Par exemple, un établissement qui récrimine un petit peu l'élection de l'évêque et qui va le dire. Donc ça peut aussi porter des messages, je dirais, un peu plus politiques. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut. Donc on a vraiment cette idée donc de rassembler les vivants, mais aussi de se valoriser soi-même et de faire la propre publicité de son établissement. Donc ce sont les clercs, les religieux qui rédigent les rouleaux, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc c'est une pratique qui a cours chez les ecclésiastiques. Et je vais préciser un petit peu parce que ce n'est pas une pratique qui a cours pour tous les ecclésiastiques. C'est-à-dire que cette pratique est typique du monde canonial et monastique, essentiellement les moines et les moniales qui vivent dans des monastères donc qui sont cloîtrés, mais aussi des chanoines réguliers. Leur point commun entre ces moines et ces chanoines réguliers, c'est de vivre sous une règle. La règle de Saint Benoît, ou la règle de Saint-Augustin pour les chanoines. Donc c'est ce qu'on appelle le clergé régulier. Le clergé séculier, les prêtres, les évêques, eux, a priori, ne sont pas commémorés par un rouleau des morts. Ils le sont à condition d'être abbé, par exemple, ou membre d'une communauté monastique ou canoniale régulière. Et donc ça veut dire que là, en fait, on y arrive enfin. Donc dans ces rouleaux ne sont commémorés qu'un certain type de personnes. En fait, quand on voit ton sujet, on peut dire c'est n'importe qui peut être dessus, mais en fait non. C'est limite en fait quelque chose de très privé. Même si tu as dit que ça se diffusait beaucoup, ce n'est en fait réservé qu'à ce monde que tu as décrit, ce côté religieux précis. Oui, tout à fait. Donc le lien, c'est le monastère, le chapitre régulier. Par contre, on peut aussi avoir des laïcs. Pourquoi ? Parce que on a des rouleaux qui commémorent de grands laïcs qui, sur le tard, ont revêtu la vie monastique. Donc on fait profession, on appelle ça des moines, des religieux atsukurendum, c'est le terme exact. Et souvent, ce sont des laïcs qui ont un lien assez privilégié avec l'établissement en question. Par exemple, le fondateur, donc celui qui a financé l'établissement au départ. Je me doutais qu'il y avait une histoire d'argent à un moment, hein. C'est celui qui a donné beaucoup de thunes, on va quand même prier pour son âme, quoi. C'est ça aussi ? Oui, tout à fait. Et puis, c'est une motivation aussi pour les laïcs de fonder des monastères. C'est qu'en réalité, on s'assure des prières au cours de sa vie, mais aussi plus tard, dans la mort. Donc, comment ça se passe, la rédaction d'un rouleau ? Qu'est-ce qu'on inscrit ? Pourquoi ? À quel moment ? Et pour commémorer les morts, mais est-ce que c'est vraiment tout le monde ? Parce que sinon, ils doivent être... Du coup, ça expliquerait la longueur, oui, effectivement. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on inscrit et qui donne une inscription sur le rouleau ? En premier lieu, c'est l'établissement émetteur, celui qui va initier le rouleau. Donc, l'établissement qui est à l'initiative du rouleau, plutôt. Il va rédiger un faire-part de décès adressé aux autres communautés religieuses. Au monde, quoi. Au monde, exact. Donc on a vraiment cette idée d'universalité, qui va donc adresser ce faire-part en donnant très peu d'informations finalement sur le défunt. On va dire que quelques éléments de sa vie, sa qualité, c'était un abbé, une abbesse, il a cumulé par exemple l'épiscopat, donc il était évêque en même temps, par exemple. On va dire qu'il est mort d'une bonne mort, d'une mort sainte, mais quand même que cette personne-là, ou plutôt son âme, a tout de même besoin de la prière des vivants. Un petit peu quand même. Et on va enjoindre les communautés à prier pour cette personne. À la suite de cette lettre, qu'on dit être la lettre encyclique parce qu'elle est vraiment adressée à toutes et elle est destinée à circuler, à la suite de cette lettre, on va inscrire ce qu'on appelle des titres, des inscriptions, des tituli en latin. Ces inscriptions sont produites par les communautés qui sont traversées par le rouleau. Concrètement, le porteur est chargé de l'encyclique, va commencer son tour, va commencer son voyage en s'arrêtant dans des communautés religieuses. Et pour attester
de la commémoration pour vraiment que l'établissement émetteur soit bien assuré qu'on ait prié pour le défunt. Les communautés religieuses vont écrire un titre, un accusé de réception. Oui, c'est ça, en fait, c'est des accusés de réception. Oui, tout à fait. Ce sont des accusés de réception qui sont évidemment, qui donnent le nom de l'établissement, premièrement. Donc, qui sommes-nous ? Nous sommes un tel chapitre, un tel monastère, et on donne le lieu. On va aussi écrire une petite prière pour le défunt. Donc, on rajoute un post-scriptum pour dire oui, on a bien prié, voici ce qu'on a prié. C'est ça, donc à partir du XIIIe siècle, on va vraiment avoir le contenu concret de la prière en disant, voilà, nous avons prié autant de messes, autant de psautiers, etc. C'est un peu moins le cas avant. D'accord. Alors, c'est surtout à partir du XIIIe siècle, mais on va assurer, voilà, qu'on a prié pour l'âme du défunt. Alors ces établissements, ce qui explique la longueur, ils vont aussi, on en a parlé, inscrire un poème qui fait l'éloge du défunt. Alors qu'ils l'ont pas connu. Enfin, on va en parler, mais ça, ils savent pas qui c'est, ou peut-être qu'ils savent par réputation. Alors, en effet, les établissements ne connaissent pas les défunts. A priori, ils ne les connaissent pas. Parfois, de réputation, si c'est un évêque ou si c'est un grand réformateur, évidemment, les nouvelles circulent. Donc, on a entendu dire. Et d'ailleurs, j'ai des rouleaux où on inscrit « Ah, mais je sais déjà que cette personne-là était morte. » Tout de même, on va prier pour elle, mais donc, les nouvelles circulent. On se connaît, mais pas forcément. Et c'est justement aussi une façon de montrer un petit peu l'actualité monastique et canoniale. Et c'est aussi une façon de mettre en valeur ces grandes personnalités du monastère qui sont particulièrement saintes ou vertueuses. Aujourd'hui, nous devons inaugurer une nouvelle cérémonie. Ah oui, c'est vrai. Écoutez bien ça. À partir de ce jour, nous adresserons une prière hebdomadaire à la mémoire de nos regrettés camarades tombés au combat. Voilà. Nos camarades tombés au combat ? Noble initiative, sire. Excellente idée. En même temps, des camarades tombés au combat... Ça se bouscule pas au portillon. Si, il y a l'autre, là. Lequel ? Celui avec une tête de con, toujours en train de bouffer. Bah non, je suis là, moi. Je suis pas mort au combat. Non, mais encore un autre. Bon, de toute façon, on vous demande de prier, vous priez, vous discutez pas des plombes, du pourquoi, du comment. Commence à me gonfler léger, ça aussi. Allez, mettez vos casques. Mais donc, on a un rouleau par mort, ou est-ce qu'on a des demandes de prière de mort qui sont rajoutées ensuite sur les rouleaux ? Oui, on a donc un rouleau qui est initié au départ pour un défunt, mais dans ces titres, les communautés religieuses vont ajouter leur propre liste de défunts. Donc, concrètement, nous avons prié pour votre défunt, maintenant, priez pour les nôtres, et les communautés religieuses vont ajouter les noms de leurs propres défunts. Mais c'est incroyable, en fait, toutes les informations que ces rouleaux nous permettent de savoir sur le Moyen-Âge. En fait, c'est entre savoir, du coup, avoir des renseignements sur les réseaux monastiques, sur les morts importants, sur comment prier les morts et tout, mais c'est des sources incroyables sur le Moyen-Âge, en fait, ces rouleaux mortuaires. Oui, et je vais être un petit peu provocante, mais ce sont des sources sur le vif. Donc les rouleaux arrivent dans une communauté religieuse sans prévenir. On n'est pas forcément averti de la venue du rouleau. Donc les vivants réagissent, ils inscrivent un titre, ils choisissent un petit peu qui est-ce qu'ils vont commémorer, et ça permet d'avoir un flash, un éclairage particulier sur cette communauté bien localisée, et aussi à un moment bien daté. Et ça, c'est très précieux pour les historiens. Par exemple, les manuscrits, le plus souvent, on a des fourchettes. On sait que le manuscrit a été produit dans le premier quart du XIIe siècle, par exemple. Que pour le rouleau, comme il circule très peu de temps après la mort du personnage, on sait le dater. Je parlais de Vital tout à l'heure. On sait qu'il a circulé en 1123. Oui, c'est très précis. Voilà. C'est très précieux pour les historiens d'avoir une démonstration de ce que peut faire ou peut dire un établissement à un moment donné. Parce que quand un établissement recevait le rouleau, est-ce qu'ils mettaient aussi la date à laquelle ils avaient reçu le rouleau ou pas forcément ? Alors, la date n'est inscrite qu'à partir du XIIIe siècle. On a quelques exemples au Xe siècle et au XIe, mais c'est vraiment une pratique qui va se répandre à partir du XIIIe siècle, de donner la date précise et même parfois l'heure précise à laquelle... L'heure ? Waouh. Alors, on va situer dans le temps. Le porteur est arrivé avant les vêpres, par exemple. Oui, c'est les heures données par rapport aux prières de la journée, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Donc, avant les vêpres, c'est l'office du soir. Ce n'est pas le dernier office, donc vers 17h, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que ces rouleaux, en fait, leur durée de vie, donc tu l'as dit, ils commencent avec
un mort qui est commémoré, on demande de prier pour lui, mais ça peut se diffuser du coup pendant combien de temps? Parce que pour qu'il fasse 9 mètres à la fin, c'est quand même qu'il a circulé pendant un petit moment, parce que j'imagine que le porteur, il vient pas juste une journée dans chaque monastère, il reste un petit peu quand même. Souvent, on peut dire que les rouleaux ont circulé pendant des mois, parfois des années. Je vais donner des exemples de circulation assez importantes. Par exemple, le rouleau de Guifré. Donc Guifré, c'est un Catalan, et son rouleau part de la Catalogne et le porteur le transporte jusque Liège. Ce qui est quand même déjà une sacrée trotte. Oh, un joli voyage, oui. Oui, donc on sait que ce voyage a duré des mois, des années. Un autre exemple particulièrement frappant d'itinéraire très long, c'est l'itinéraire du rouleau de Saint-Bruno, le Chartreux, qui décède en Calabre, et le porteur de ce rouleau va jusque York, en Angleterre. Donc Calabre, c'est en Italie, c'est ça? C'est en Italie du Sud, tout à fait. Ah oui, donc là aussi, on a des grands voyages, mais ça, c'est aussi hyper intéressant sur, oui, le voyage au Moyen-Âge, et oui, on pouvait se déplacer. Je pense qu'on peut aussi, dès maintenant aussi, donc parler de ces porteurs, parce que depuis tout à l'heure, on les mentionne. Est-ce qu'on a des informations sur qui transporte ces rouleaux? Est-ce que c'est une personne qui transporte ça? Parce que c'est une énorme pression qui est mise sur seulement une personne d'avoir tout ce rouleau des morts. En plus, s'il faisait 9 mètres, il devait être assez volumineux. Alors, ce porteur, étonnamment, on ne sait pas très bien qui c'est. On a quelques informations. Alors, ça peut être concrètement un ami, je veux dire, dans l'entourage du monastère émetteur. Il peut être clerc, ou il peut être aussi laïque. C'est plus particulier pour la fin de la période, donc au-delà du XIIIe siècle, au XIVe, au XVe siècle, ça peut être tout à fait des laïcs qui se chargent de porter le rouleau. Ce sont donc des messagers uniques. On choisit un seul messager qui va porter le rouleau tout au long de son itinéraire et qui va garantir son retour à l'émetteur. Ah, ça, on l'a pas dit jusqu'à présent. C'est que ça doit revenir à la fin. Tout à fait. C'est vraiment cette idée de l'établissement émetteur va commencer le rouleau, il charge le messager de le transporter selon un long itinéraire et le messager est tenu de le rapporter à l'émetteur. On va peut-être revenir un tout petit peu sur le détail, parce qu'on l'a dit, effectivement, qu'il y a ce formulaire d'inscription, mais tu vois sur ta période des évolutions, notamment donc avec l'arrivée, donc ces poèmes mortuaires. Et raconte-nous aussi un petit peu comment sont mis en page ces rouleaux. Donc tu as dit donc des rouleaux verticaux, mais sur la page elle-même, comment est-ce que c'est mis en page? Est-ce qu'il y a un décor particulier, une façon d'écrire? Alors, j'imagine bien qu'on est en latin, puisque c'est plutôt la langue des religieux, mais sur la mise en page elle-même. Alors, au niveau de la mise en page, on a donc des procédés de préparation du support, c'est-à-dire on va tracer des lignes pour écrire droit. On peut écrire en longue ligne, c'est-à-dire prendre toute la surface de gauche à droite de la peau. À savoir qu'un rouleau, en termes de largeur, il faut compter un peu plus de 15 cm, autour de 20, ça ne dépasse jamais 30 cm. Donc ça reste quand même, même si c'est très long, c'est très peu large. Alors donc on peut écrire en longue ligne, de gauche à droite, mais aussi on peut écrire en colonne. Pourquoi est-ce qu'on commence des colonnes? Notamment pour la raison où quand on inscrit un poème, comme aujourd'hui, on renvoie à la ligne après chaque vers, ce qui naturellement dégage un espace à droite. Et il faut savoir que sur les rouleaux, on n'a pas toujours l'espace suffisant parce qu'on rajoute des pots. Oui, c'est ça, en fait, on l'a pas encore dit, mais forcément, les rouleaux étaient faits en parchemin, donc à partir de peaux d'animaux, mais la peau d'animaux, elle fait pas 9 mètres. Donc forcément, il y a des peaux qui sont ajoutées au fur et à mesure, et donc des parchemins ajoutés au fur et à mesure. C'est ça. Donc le rotulus, le rouleau, c'est vraiment un ensemble de peaux cousues entre elles. Donc on a des peaux d'une certaine longueur, des petits bouts de 30 cm, mais parfois de 50, où on peut aller jusqu'à 90 cm de mémoire. Et donc ces peaux sont cousues entre elles, soit avec du fil, à partir du XIIIe siècle, soit avec une languette de parchemin. En termes de décoration, pour marquer le début du titre, chaque titre à partir du milieu du XIe siècle commence par la mention titulus, titre de l'église Notre-Dame, etc. Ça veut dire que le début, c'est forcément une lettre T. Et c'est cette initiale T qui va être de façon privilégiée décorée. On peut avoir des initiales qui sont, on les appelle anthropomorphes ou zoomorphes, donc qui prennent la forme d'un homme ou d'un animal. On peut plus souvent avoir des initiales qui sont ornées de motifs végétaux,
avec des petites palmes, ce qu'on appelle des rinceaux, donc de la végétation, oui, tout à fait. Un peu enroulée sur elle-même. Exact, tout à fait. Donc ça, c'est le lieu privilégié où se développe la décoration. À partir du XIIIe siècle, on observe aussi la présence d'enluminures qui précèdent l'encyclique. Alors, on parle d'enluminures donc sur un feuillet complet. Et ces enluminures, qu'est-ce qu'elles représentent ? Elles représentent le plus souvent le défunt sur, disons, son tombeau, avec la communauté qui l'entoure. Et alors, on figure l'élévation de son âme jusqu'au ciel. Donc vraiment, on met en image ce à quoi doit servir le rouleau. Tout à fait. C'est super intéressant, même comment les gens bien conceptualisent tout ça. Tout à fait. C'est vraiment cette idée de « on prie pour le mort » et par la prière, on fait en sorte que son âme rejoigne le ciel. Et tout ça est mis en image. Est-ce que les monastères où on avait les enluminures, c'est pas un peu pour se la péter parce que, oui, ça va, regardez comme on est super fort, on sait faire des belles enluminures, comme si le rouleau n'était pas déjà assez long. Oui, tout à fait. Déjà, ça montre qu'on est capable de payer un artiste pour exécuter ces images, ces enluminures. Tu l'as dit aussi, alors mes questions sont un peu dans tout le désordre, mais parce que ton sujet est tellement passionnant qu'on a envie d'en parler dans tous les sens aussi, c'est que on a donc des monastères avec des hommes, mais on a aussi des rouleaux qui commémorent des femmes. Oui, on en a quelques-uns, je dois dire moins que pour des défunts masculins, mais on en a quelques-uns, je pense notamment au rouleau de Mathilde, qui décède en 1113 à l'abbaye de la Trinité à Caen, qui est bien connue aujourd'hui, c'est l'abbaye aux Dames à Caen, qui est commémorée par un rouleau qui d'ailleurs devait être assez long également. Là, on n'a que des petits bouts, c'est ça ? Pas exactement. Disons que pendant la Révolution, la dernière abbesse a voulu protéger le rouleau et en essayant de le protéger, elle l'a enseveli et le rouleau a pris l'eau. Ah oula, ah oui. Donc forcément, on l'a retrouvé en lambeaux au début du XVIIIe siècle. Parce que en tout, tu travailles sur combien de rouleaux ? Dans mon corpus, j'ai 125 pièces. 125 ? Mais avec des fragments, j'imagine, dans l'histoire ? Oui, tout à fait. Quand je dis 125, ça comprend les rouleaux pour lesquels on a simplement une attestation. On sait qu'ils ont existé. Ils ont disparu soit au cours du Moyen-Âge, soit au cours de l'époque moderne. Ou alors, ils sont conservés sous la forme de fragments. Et donc, hors fragments, tu as combien de rouleaux en tout ? Je dirais une dizaine de rouleaux qui sont conservés, disons, mieux que par un seul feuillet. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que donc ces rouleaux, une fois qu'ils ont circulé après la mort du premier défunt, tu as dit ils doivent revenir. Mais si on ajoute d'autres défunts après, est-ce que, en fait, le rouleau garde quand même l'objectif de commémorer le premier défunt sur le rouleau, ou on dit non, mais vu qu'il y en a d'autres après, il faut que ça continue de circuler, et finalement, ça ne s'arrête jamais ? Alors donc, on a un défunt au départ qui est commémoré, on ajoute des défunts. Lorsque le rouleau revient dans l'abbaye, on va faire des messes, on va prier les psaumes, chanter les psaumes pour les défunts qui sont mentionnés. Mais une fois qu'il est revenu à l'abbaye, il reste à l'abbaye, il ne repart plus. Si un même établissement, par exemple un établissement d'Angers, qui démarre plusieurs rouleaux pour plusieurs de ses défunts, va à chaque fois en recommencer un nouveau pour commémorer un autre défunt au départ. Et donc en fait, ces rouleaux, est-ce qu'ils aident aussi au renforcement des liens entre les différents monastères ? Oui, tout à fait. En fait, ils servent à activer le réseau et à entretenir le réseau. Ça veut dire qu'on a parfois des monastères qui entretiennent des liens, parfois depuis l'époque carolingienne, et qui vont chercher à conserver, à maintenir ces réseaux, parfois tout au long de la période médiévale, jusqu'au XVe siècle. Et parfois, ces monastères sont assez distants et profitent notamment des rouleaux mortuaires, mais pas seulement, pour garder ce contact. Ouais, finalement, en fait, pour résumer, on apprend plus de choses avec ces rouleaux sur ceux qui les rédigent que sur les morts eux-mêmes qui sont commémorés. Tout à fait. En réalité, un historien qui veut chercher des informations sur les défunts sera très déçu à la lecture d'un rouleau, parce que tout ce qu'on dit sur le défunt, ça relève du motif commun. C'est-à-dire qu'on va dire que le défunt était vertueux, particulièrement pieux. Je vais donner un exemple concret. On ne connaît tellement pas la personne que Mathilde, abbesse de Caen, dans son faire-part, on ne dit pas grand-chose sur elle. On dit qu'elle est morte d'une mort sainte, qu'à ses funérailles, il y avait beaucoup de monde. Ça reste... C'est plutôt classique, en fait, là. Tout à fait. Ça reste assez classique comme description. Et à un moment donné, on va ajouter un motif. On va dire, dans un établissement, elle était généreuse envers les pauvres. D'accord. Oui, bon, là, c'est plutôt logique, même. Disons que si elle est vertueuse, forcément, il y a ces dons-là. On a donc un établissement
qui va introduire un motif nouveau, celui de sa grande libéralité envers les pauvres, donc qu'elle cherchait beaucoup à partager avec les pauvres. Et à partir de ce motif-là, on va le reprendre, on va l'amplifier, et il va se retrouver dans d'autres titres. Alors qu'au départ, jamais on va dire qu'elle est charitable envers les pauvres. En fait, j'ai l'impression, pour résumer un petit peu, et c'est ce que tu as dit dans ta conférence, et ce que j'avais beaucoup aimé cette expression, c'est qu'on a vraiment en fait un réseau de vivants au service de la commémoration des morts. Et je trouve que ça résume bien en fait un petit peu la pratique des rouleaux mortuaires. Exactement, tout à fait. Alors, il y a aussi un petit fun fact, tu l'avais dit justement dans la conférence, suite à ces rouleaux mortuaires, mais pas seulement, j'ai cru comprendre que c'est avec cette habitude de commémoration qu'est inventé le concept de jour anniversaire pour quelqu'un. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de conserver la date précise du décès de la personne. Et ce décès, ce jour anniversaire, pourquoi il est anniversaire? Simplement parce qu'on va rappeler annuellement le souvenir du défunt. Bon, après, c'est un peu dérivé, on a célébré le jour de la naissance. Bon, ça, c'est peut-être faire des recherches encore pour savoir ça. Peut-être que des gens, sûrement, ont travaillé dessus. Mais donc, ça veut dire aussi, là, sur les rouleaux mortuaires, c'est-à-dire qu'en gros, les établissements religieux, quand ils le recevaient, inscrivaient oui, on va prier. Mais donc, après, ces prières pouvaient durer donc des années. C'est-à-dire que, est-ce qu'on sait si les institutions, elles, conservaient un registre quelque part pour dire, au fait, pour qu'on se rappelle, on s'est engagé à prier pour telle personne à tel jour? Alors, concrètement, un rouleau mortuaire n'est pas destiné à pérenniser le souvenir. C'est-à-dire qu'on va garder la trace... Alors, j'ai rien compris, alors il va falloir que tu nous expliques, parce que je pensais qu'au contraire, c'était le cas. Alors, le rouleau, il passe dans les établissements, mais il ne fait que passer. Oui. Les établissements ne vont pas le conserver. Si elles veulent conserver le nom du défunt à commémorer, elles doivent l'inscrire dans d'autres instruments. Le rouleau, lui, va être conservé la plupart du temps, on peut y revenir plus tard sur la conservation, dans l'établissement émetteur, pas dans ceux qui sont rédacteurs au fil de l'itinéraire. Il existe d'autres instruments pour conserver le nom des défunts au Moyen-Âge. Souvent, ils prennent la forme de codex, donc de livres, où on va inscrire selon l'ordre du calendrier les anniversaires, les jours anniversaires où les personnes sont décédées. Et à date fixe, on va donc les commémorer. Un rouleau mortuaire ne demande pas forcément que les noms soient enregistrés dans les établissements qui se situent dans l'itinéraire des rouleaux. Donc concrètement, il faut vraiment dissocier les rouleaux mortuaires de ces instruments écrits locaux qui gardent le souvenir des défunts en conservant leur nom. Mais donc du coup, on commémore les morts en fait que quand on reçoit le rouleau et pas forcément ensuite. Donc c'est-à-dire, comme tu l'as dit, seulement des prières quelques mois ou quelques années après la mort de la personne. Mais finalement, il n'y a pas, parce que je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, en fait, d'une commémoration perpétuelle pendant des siècles pour, on s'est engagé à prier pour telle personne, et on continue et même, si je peux me permettre de dire, un peu sans avoir vraiment de sens. C'est juste qu'on s'est engagé à ça, mais en fait, c'est une tradition qu'on a gardée au fil des siècles. Donc il n'y a pas ça en fait, c'est vraiment juste, comme tu l'as dit, un côté un peu sur le vif, on est un peu dans l'actu, ok, tel mec est mort, bon on va en prier, on s'est engagé, on reçoit le rouleau, on prie pour un moment. Oui, tout à fait. En réalité, les établissements, ils ont des instruments écrits qui permettent de conserver les noms, mais ces instruments, ils saturent à un moment donné. Et s'ils devaient enregistrer tous les noms des défunts qui leur sont parvenus, en plus de leurs propres membres défunts et de leurs propres amis défunts, ça ferait un nombre colossal de noms à commémorer. Donc forcément, il y a un tri qui s'opère. La commémoration qui est demandée par un rouleau mortuaire n'est pas destinée au départ à durer dans le temps. Par contre, pour l'établissement émetteur, il va évidemment conserver le nom du défunt, d'autant plus si c'est un abbé important du monastère, par exemple. Il va le conserver dans ces documents qu'on appelle nécrologiques, dans le monastère. Alors tu l'as dit, on a quelques rouleaux qui nous sont parvenus de façon parfois un peu fragmentaire, mais ces rouleaux, comment est-ce qu'ils ont été conservés? Parce que tu l'as dit, il y a un moment où cette pratique s'essouffle. Pourquoi est-ce que cette tradition s'essouffle? Alors disons qu'elle ne s'essouffle pas. Elle ne s'essouffle jamais, donc elle est vraiment, je dirais, structurelle du monde monastique et canonial régulier, donc. Elle connaît un coup d'arrêt avec la dissolution des monastères au XVIe siècle par Henri VIII. Donc on a vraiment un coup d'arrêt où forcément il n'y a plus de monastères. Donc en Angleterre, oui. En Angleterre, c'est ça. Entre-temps, la pratique s'était peu à peu désagrégée en France. Mais par contre, on a bien des évolutions comme les poèmes qui, en fait, à un moment, alors tu avais dit, paraissent même frivoles.
Oui, c'est ça. Disons que dans la première moitié du XIIe siècle, les auteurs s'interrogent un petit peu sur l'utilité de ces poèmes. Bon, alors vous faites l'éloge du défunt, vous ne savez pas vraiment qui c'est. Plutôt que de faire des poèmes, est-ce qu'il ne vaudrait-il pas mieux prier pour ce défunt? C'est en réalité ce que revendiquent ces poètes du XIIe siècle en disant, disons que c'est un peu vain, il y a un peu de vanité dans ce que vous produisez. Priez plutôt. C'est vraiment cette injonction-là à la prière. Et alors, c'est un jeu. Pourquoi je dis que c'est un jeu? Simplement parce qu'on va dire, arrêtez d'écrire de la poésie tout en faisant soi-même de la poésie. Bon, alors on pourrait encore en parler longtemps, mais je veux quand même qu'on parle aussi de comment se passe ta thèse, Éléonore, parce que donc tu l'as commencé en 2021, et on l'a compris, tu es passionnée par ton sujet, comme la plupart des gens que je reçois, même tout le monde. Comment se passe ta thèse, justement? J'imagine que tu dois pas mal te déplacer aussi pour faire tes recherches. Le grand bonheur que j'ai eu, c'est de pouvoir aller voir dans les archives et dans les bibliothèques tous les documents originaux conservés à ce jour. Donc j'ai beaucoup voyagé en France, en Angleterre, en Suisse, en Italie. Et pour moi, c'était vraiment essentiel parce que c'est ce qui me plaît, c'est le contact avec l'archive, avec le livre médiéval. Et c'est ce qui, en fait, m'attirait dans ce sujet au départ. Donc je dirais que ma thèse, elle se passe bien. Et ce qui me plaît justement, c'est toutes ces rencontres que j'ai pu faire tout au long des projets différents que j'ai pu mener avec des chercheurs plutôt aguerris ou plutôt jeunes aussi. Et pour moi, ça a été vraiment un plaisir de partager et de transmettre, de donner aussi un petit peu de ces documents aussi autour de moi, qui étaient alors méconnus. Quand j'ai commencé la thèse, tout le monde me demandait « mais c'est quoi ?» Et même dans les milieux historiens, c'était pas dans mon entourage par exemple. C'était un sujet qui était méconnu parce qu'il venait d'être édité, on n'avait pas encore bien saisi ce dont il s'agissait. Et puis, ce sont des documents qui sont longs, tant en termes de longueur concrète, physique, ouais, mais aussi c'est une pratique qui est longue, qui connaît des évolutions. On a amorcé quelques réponses, mais on a vraiment des mutations, des évolutions importantes tout au long de la période que j'étudie, et même au-delà. Donc ça faisait un peu peur aussi, peut-être, je pense. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres aujourd'hui et peut-être voilà les choses qui te bloquent, à part, bon, j'imagine le côté concret de parfois c'est pas simple de voyager et de t'organiser, mais est-ce que tu as encore des trucs sur lesquels tu bloques? À l'heure actuelle, ce sur quoi je bloque, c'est mon souci du détail. C'est-à-dire cette envie d'aller un petit peu plus chiner au sein des établissements locaux. C'est-à-dire que je ne dois pas perdre de vue que moi j'étudie une pratique, donc ces documents qui circulent et qui vont de communauté en communauté, mais je ne dois pas plonger dans la vie de la communauté singulière. Tu dois te retenir, quoi. Exactement. Et est-ce que tu as eu des bonnes surprises pendant tes recherches? Peut-être, est-ce que tu as découvert des rouleaux toi-même? Mes bonnes surprises, en fait, je les placerai plus sur le plan humain. Et ensuite, en termes de connaissances, j'ai appris plein de choses. Et j'ai ouvert beaucoup plus mes perspectives par rapport au début où j'avais une idée très figée. Dans un sens, même en étant médiéviste, même après 5 ans d'études, j'avais tout de même cette idée beaucoup plus figée, moins mobile. Et ce qui m'a fait du bien, c'est de comprendre vraiment cette interactivité entre les établissements, cette vie qui est entre les établissements. Et c'est, en fait, en tant qu'historien, on a affaire à des traces. Et c'est de comprendre par ces traces un petit peu la vitalité vraiment de cette période, de ces hommes et de ces femmes. Et je vais quand même poser mes questions peut-être très matérielles et très terre-à-terre, mais alors et désolée, est-ce que tu as commencé à réfléchir à l'après-thèse? Parce que j'imagine, là, on est en 2025, tu travailles depuis 2021, donc là, j'imagine que tu es plutôt vers la fin de ta thèse. Oui, tout à fait. Maintenant que j'ai toutes mes idées, toutes mes fiches, je rédige. Donc concrètement, pour l'après-thèse, je pense que je consacrerai encore une bonne année sur ce sujet. Ensuite, j'aimerais bien un petit peu m'ouvrir à d'autres sujets, toujours autour de l'écrit, parce que c'est ça qui me passionne. Je n'ai pas encore vraiment d'idée. Donc tu voudrais continuer de la recherche? Oui, c'est le plan. Parce qu'il y a des gens qui, après les thèses, disent « Bon, bah non, hop, ça y est, c'est fini la thèse, je passe à autre chose, je veux faire de la médiation, je vais enseigner, voilà. » Donc non, toi, tu aimerais continuer la recherche? Et encore une fois, désolé, une question très terre-à-terre, mais parce qu'on en parle souvent dans Passion médiéviste, est-ce que tu penses pouvoir continuer dans la recherche? Est-ce que tu crois qu'il y a des postes possibles? Parce que vraiment, pour parler très concrètement. Alors, moi, c'est vrai que j'essaye de garder un regard positif, et je pense que je suis quelqu'un de persévérant. Donc je pense que je finirai par obtenir ce que je désire, parce que parfois on serait étonné de découvrir un petit peu les parcours
un petit peu chahutée de certains grands professeurs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Oui, mais après, et désolé, mais l'université, alors peut-être en Belgique ça va un peu mieux, mais l'université, alors je vois que tu dis non de la tête, mais voilà, c'est que la réalité aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de postes, et j'imagine que même si on est très persévérant, bah, parfois on a un peu la réalité qui nous rattrape. Oui. Je veux pas te déprimer, mais je sais que c'est un sujet qui est important d'en parler aussi aujourd'hui. Oui, non, tout à fait. J'en suis tout à fait consciente, et je sais bien que, disons que je sais que j'ai d'autres ressources, et que je pourrais changer de chemin si à un moment donné, je suis contrainte d'arrêter la recherche. Mais à l'heure actuelle, c'est pas ce qui s'annonce et je n'ai pas envie de m'empêcher de désirer continuer simplement parce que certes, il n'y a pas beaucoup de postes, certes, c'est pas évident, certes, ça demande à chaque fois de s'investir dans des sujets qui ne seront peut-être pas financés. Donc tu gardes espoir quand même, en fait. Oui, quand même. Je pense qu'il faut garder un œil positif et quand même se rappeler que ce qu'on fait, c'est une passion, mais c'est aussi c'est important ce qu'on fait, de transmettre et de garder, on parlait de mémoire beaucoup, mais de garder la mémoire de ces hommes et de ces femmes en fait, et je pense que c'est important. On a un rôle à jouer dans la société et moi je serais plutôt partisane de ne pas lâcher, avant même d'avoir essayé. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les rouleaux mortuaires, vous avez compris à quel point ce sont des sources historiques hyper importantes, et pour en savoir plus sur le Moyen-Âge, et voilà, sur les hommes, les femmes, tous ces réseaux monastiques. Donc merci énormément, Éléonore Venturelli. Mais vraiment, on aurait pu, cet épisode aurait pu durer très longtemps, mais on n'a pas le temps, parce que là, voilà, justement, après l'enregistrement, tu vas voir un de ces rouleaux aux archives. Mais merci énormément, et puis bonne continuation pour ta thèse. Merci Fanny, bonne continuation à toi aussi. Et auditeurs, auditrices, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon site. Alors j'ai vu des gens d'ailleurs qui ont répondu au sondage de l'été qui disent oui, on aimerait bien des conseils de lecture liés aux épisodes. Ben alors, pour chaque épisode, vous avez des conseils de lecture sur mon site. Et j'essaye, quand je demande à mes invités de m'envoyer des conseils de lecture, je demande des choses accessibles au grand public, qui sont trouvables, et aussi des articles en ligne. Donc vous pourrez trouver votre bonheur. Vous aurez aussi sur mon site des photos de ces fameux rouleaux mortuaires à aller voir. Et je vous mettrai aussi des liens d'épisodes qui sont en lien avec ce qu'on a écouté aujourd'hui. Par exemple, alors c'était il y a très longtemps, c'était l'épisode 17. Avec Lionel Germain, on avait parlé de l'écrit urbain médiéval, de comment l'écrit pouvait se développer au Moyen-Âge et servir aux villes pour montrer leur autorité, tout ça, c'est très intéressant. Allez voir, voilà, vous pouvez découvrir tous les épisodes de Passion médiéviste. D'ailleurs, le site est en train d'un petit peu évoluer par touche, par-ci, par-là. J'essaie de le moderniser parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses et parfois les gens me disent « on a du mal à trouver ci ou ça », donc j'essaie de le rendre un peu plus accessible et de mettre en avant toute la richesse du contenu et des épisodes. Et d'ailleurs, sur le site, vous verrez que j'ai aussi 2 autres podcasts, Passion Antiquité sur l'Antiquité et Passion Moderniste sur l'époque moderne, donc toujours sur le même format d'épisodes, mais avec plein de thématiques très différentes. On va vraiment, en gros, mes podcasts, ça va de moins 4000 à la Révolution française. Donc, quelle que soit la période historique que vous aimez entre ces 2 bornes-là, vous avez quand même quelque chose qui vous intéressera. Et comme je disais aussi, je tiens à remercier les personnes qui ont soutenu financièrement Passion médiéviste le mois passé. Donc en plus des gens que j'ai cités au début, je tiens à remercier également donc Benoît, Jean-Nicolas, Christine, René, Loïc, Catherine, Hervé, Zoé, Yann, Bernard, Franck, Nelly, Antoine, Virgile, Thomas et Charlotte. Merci énormément à ces personnes parce que grâce à vous, pour vous donner un exemple, vous avez aidé à financer l'hébergement de site, l'hébergement du podcast, le montage de cet épisode. Je tiens à remercier Baptiste Mossière parce que des fois je n'ai pas le temps de monter tous les épisodes, donc je délègue des montages et quand je peux, je rémunère les personnes. Donc voilà, Baptiste Mossière a pu monter ce podcast grâce à vous. Je tiens à remercier Dean qui a fait l'illustration de cet épisode, Dean avec qui je travaille très souvent, avec qui j'ai fait le carnet Passion médiéviste. Voilà, vos soutiens permettent de financer les illustrations, on paye les artistes et de payer mon temps de travail sur le podcast. Grâce à vous, je peux travailler à mi-temps sur les épisodes. Encore une fois, ce podcast n'a pas de pub. Les seules pubs, si on peut appeler ça des pubs, c'est les partenariats que j'ai parfois avec des institutions ou des musées. Mais c'est pour vous parler de choses dont j'aurais aimé parler dans le podcast de toute façon. Donc voilà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois.
Et tiens, allez hop, je continue dans les remerciements. Je tiens à remercier les personnes qui aident à la transcription et à la retranscription des épisodes. Alors, c'est pas le cas pour tout, mais maintenant, je crois que j'ai quasiment la moitié des épisodes qui sont retranscrits. Alors, c'est plutôt les anciens épisodes, en fait. Les gens le font un peu chronologiquement et c'est trop cool. Mais si jamais vous connaissez des personnes qui aiment bien lire ou même des personnes qui ont des problèmes d'audition, donc ils ne peuvent pas écouter de podcast, mais qui aiment bien en lire, eh bien, vous pouvez leur conseiller d'aller voir les épisodes retranscrits sur le site de Passion Médiéviste. Voilà, allez, ce message de fin est déjà très long, mais vous qui m'écoutez et qui êtes... pardon, je me prends, je sais pas, pour Sylvie Vartan, vous, regardez-moi, non, ou Dalida, je ne sais pas, bref, vous qui avez bien écouté jusqu'au bout, je vous annonce que le prochain épisode de Passion Médiéviste, alors on va rester un peu dans les manuscrits. D'habitude, j'aime bien changer de sujet à chaque épisode, mais là, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais c'est pas grave, parce que dans le prochain épisode, on va en fait rentrer dans les manuscrits, mais littéralement, parce qu'on va parler des filigranes dans les manuscrits, et particulièrement en Bretagne. Vous allez voir, ça va être très chouette et intéressant. Salut, à bientôt!